Rebonjour, chers étudiants, S4, module Organisation judiciaire du Royaume. Donc, toujours dans le cadre de l'étude des compétences du tribunal de première instance, on a déjà traité au niveau des séances précédentes la compétence générale de ce tribunal. Cette séance sera consacrée à l'étude des compétences du président du tribunal de première instance. Dans ce cadre, on peut dire que ce magistrat placé à la tête du tribunal se trouve doté d'une double fonction. D'une part, le législateur lui a doté de fonctions qui sont d'ordre administratif. Ainsi, selon l'article 19 de la loi 34-10 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, les présidents des tribunaux administratifs, les présidents des tribunaux de commerce et ceux des tribunaux de première instance exercent leur surveillance sur les magistrats de siège de leur tribunal ainsi que sur les services du greffe. Par conséquent, le président du tribunal de première instance assure la direction générale de tous les services du tribunal qu'il préside, bien sûr, et il veille au bon fonctionnement de ces services. D'autre part, le président du tribunal de première instance jouit d'une fonction ou d'un pouvoir qui est juridictionnel, qui a une nature juridictionnelle propre. Ce pouvoir s'envisage au niveau de plusieurs points. En premier lieu, le président du tribunal de première instance statue sur les recours en annulation contre les jugements rendus par les juridictions de proximité. On a ici l'article 8 de la loi 42-10 lié à ces juridictions de proximité. En second lieu, il intervient en sa qualité de juge sur requête. L'article 148 du Code de procédure civile. Et en troisième lieu, il statue sur les requêtes aux fins d'injonction de payer, l'article 158 du Code de procédure civile. Et en quatrième lieu, il intervient en sa qualité de juge des référés, l'article 149 du Code de procédure civile. Il convient de signaler que dans ce cadre, que le président du tribunal de première instance ne statue pas sur le fond et de façon définitive, même lors d'un recours en annulation d'un jugement d'une juridiction de proximité. Donc, au niveau de ce point, il convient de préciser que le rôle du président du tribunal de première instance s'envisage soit dans l'infirmation du jugement prononcé par le juge de proximité. Dans ce cas, il renvoie l'affaire devant la juridiction compétente pour qu'il soit jugé. Soit dans le rejet de la demande du recours en annulation, c'est-à-dire sa fonction dans ce cadre s'envisage dans le rejet de la demande du recours en annulation. En effet, il convient de traiter les cas révélant les attributions juridictionnelles du président du tribunal de première instance. Donc, comme on l'a déjà précisé, le président du tribunal de première instance peut intervenir en tant que juge des référés. Dans ce cadre, il intervient en tant que juge des référés au niveau des procédures d'urgence qui sont des procédures simplifiées et rapides. Dans ce cadre, il statue en tant que juge unique et ses compétences sont prévues par les dispositions de l'article 149 du Code de procédure civile
dont il peut déléguer la compétence en cas d'empêchement à un juge ou au juge le plus ancien. Donc, d'une part, le juge des référés intervient pour ordonner toute mesure d'urgence. L'appréciation du caractère d'urgence est soumise toujours à l'appréciation du juge des référés qui se réfère dans ce cadre à la nature de l'affaire et aux conséquences graves et irréparables qu'un retard peut provoquer si une décision tarde d'être prise. En conséquence, l'examen effectué par le juge des référés peut aboutir à deux résultats. Le juge peut décider qu'il n'y a pas d'urgence et à cet égard, il se déclare incompétent et par conséquent, sa décision est susceptible d'être soumise à l'appel. Ou encore, si l'urgence est retenue par le juge des référés, dans ce cas, il rend une ordonnance de référé. Ceci, bien évidemment, ne doit pas porter atteinte au fond du droit qui lui est soumis, toujours conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile. Le président du tribunal de première instance tranche l'affaire déférée devant lui dans le cadre du respect du débat contradictoire. Pour ce, il convoque les parties adverses, sauf en cas d'extrême urgence, il ne convoque pas le défendeur. En plus du caractère d'urgence, l'article 152 de la loi relative à la procédure civile précise que les ordonnances sur référé ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond. Autrement dit, le juge des référés peut prendre toute mesure provisoire qui ne heurte pas le fond de la contestation. À titre d'exemple, il peut ordonner une mesure conservatoire en vue de faire cesser ou éviter la réalisation d'un dommage. Par ailleurs, les décisions du juge des référés sont exécutoires sur provision. En revanche, le juge des référés peut subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement. En outre, l'article 153 du Code de procédure civile a attribué au juge des référés, dans les cas d'extrême nécessité, le pouvoir de prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute. Dans ce cadre, le juge qui a rendu la décision rédige et signe une brève décision qui est remise immédiatement à l'agent d'exécution. Celui-ci peut mettre en œuvre la mesure d'exécution sans se soumettre aux formalités habituelles exigées par l'exécution d'un jugement ordinaire, tels que l'enregistrement, la notification de l'ordonnance, etc. En plus, l'article 153 de la même loi ajoute que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition. Cependant, elles peuvent faire objet d'un recours en appel dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance. Dans ce cadre, l'appel doit être jugé, bien sûr, d'urgence, selon l'article 153. Concernant les compétences du président du tribunal de première instance en sa qualité de juge sur requête. L'intervention du juge sur requête doit aussi répondre à certaines conditions. Aussi, le juge sur requête intervient lorsque la mesure sollicitée est urgente et qu'il ne préjudicie pas au principal. Dans ce cadre, l'article 148 du Code de procédure civile dispose que les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit, non prévues par une disposition
spéciale et non préjudiciant aux droits des parties. Donc, le juge sur requête intervient pour ordonner des constats, des sommations et autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit, mobilière, immobilière. Bien évidemment, la saisine du juge sur requête est introduite par une présentation d'une requête. Or, celle-ci n'est valable qu'une seule fois la taxe judiciaire acquittée, de même qu'elle doit être enregistrée. Ainsi, lorsqu'il est saisi, le juge sur requête ou son délégué répond à la requête par ordonnance rendue hors la présence des parties. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours de son prononcé. Concernant les compétences du président du tribunal de première instance, dans le cadre des injonctions de payer, on a dit que le président du tribunal de première instance peut intervenir pour statuer sur des injonctions de payer. Et à ce titre, l'article 158 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer. À cet égard, la saisine du président du tribunal de première instance se trouve soumise à certaines conditions. D'une part, la requête aux fins d'injonction de payer doit être liée au recouvrement d'une créance comportant une somme d'argent. Dans ce cadre, il convient de signaler que le montant de la somme d'argent objet de la requête aux fins d'injonction de payer doit être supérieur au montant de 5 000 dirhams, puisque toutes les actions personnelles et mobilières, selon l'article 10 de la loi 42-10, relèvent de la compétence du juge de proximité si elles n'excèdent pas 5 000 dirhams, comme on l'a déjà précisé au niveau de l'étude de ces juridictions de proximité. En outre, il convient de signaler que le taux de compétence est limité au montant de la créance et ne s'étend pas aux frais et dépenses que le créancier a dépensés en vue de recouvrir sa créance. Donc, on prend en considération seulement le montant de la créance. C'est le montant de la créance qui précise la compétence de la juridiction ou la compétence du président du tribunal de première instance. À ce titre, l'article 11 du Code de procédure civile a précisé que le taux de compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande, tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des intérêts moratoires, des astreintes et des amendes fiscales. Par ailleurs, si en principe le président du tribunal de première instance statue sur les demandes aux fins d'injonction de payer se rapportant aux créances d'ordre civil, la réforme à la procédure civile datant de 2002, 13 juin 2002, et conformément à la loi 53/95 instituant les juridictions de commerce, notamment l'article 22 de cette loi, a doté le président du tribunal de première instance du pouvoir de statuer sur les requêtes d'injonction de payer fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques dont le montant n'excède pas les 20 000 dirhams. Donc, en plus, une autre condition pour l'intervention du président du tribunal de première instance au niveau des demandes relatives aux injonctions de payer, la créance comportant une somme d'argent doit être due
en vertu d'un titre qui justifie le bien fondé de la créance. On a l'article 156 du Code de procédure civile. Concernant la requête de saisine du président du tribunal de première instance, dans ce cadre, on peut signaler que le législateur a imposé, au niveau de l'article 156 du Code de procédure civile, que la requête de saisine doit comporter les noms, prénoms, professions et domicile des parties avec une indication précise de la somme demandée et sa cause. La dite requête, elle doit être bien évidemment accompagnée d'un titre justifiant le bien fondé de la créance. Et une fois saisi, le président du tribunal de première instance examine la requête. Et dans ce cadre, si la créance lui paraît justifiée selon les conditions fixées par la loi, notamment l'article 155 du Code de procédure civile, il rend au bas de la requête une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement de la créance et aux frais qui dépendent de cette créance. Par contre, le rejet de la demande doit être motivé et renvoie le demandeur à saisir une juridiction suivant les formes du droit commun. Dans ce cadre, l'article 158 du Code de procédure civile précise que la décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. D'autre part, notre cours portera sur les autres juridictions composant l'ordre judiciaire. Donc, en plus du tribunal de première instance, on a aussi la cour d'appel et la cour de cassation. Signalons ici que les cours d'appel constituent un second degré de juridiction dont le rôle est d'examiner les recours en appel formés contre les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de première instance, ainsi que pour toutes les autres matières où le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou le cas échéant des textes particuliers lui attribuent compétence. Signalons à ce niveau les dispositions de l'article 9 de la loi 3410 fixant l'organisation judiciaire du royaume. Donc, pour mieux cerner l'étude de ces juridictions, il convient tout d'abord de traiter d'une part l'organisation des cours d'appel et d'autre part leurs compétences. Au niveau de l'organisation des cours d'appel, donc l'étude de l'organisation de ces cours nécessite de déterminer ou de traiter aussi leur composition, leur aménagement et leur fonctionnement. Donc, concernant la composition des cours d'appel, les cours d'appel sont présidés par le premier président, qui est un magistrat, dont la compétence se détermine selon l'article 17 de la loi 3410, dans la surveillance de tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux de première instance et sur les services du greffe de ces juridictions. Signalons ici que l'appellation du magistrat qui préside chaque juridiction, par exemple, on a les tribunaux de première instance, on dit qu'ils sont présidés par le président du tribunal de première instance. Pour les cours d'appel, on a le premier président des cours d'appel. Donc, le premier président de la cour d'appel se dote aussi d'un pouvoir juridictionnel. Et selon l'article 6 de la loi 3410, la cour d'appel se compose des magistrats conseillers, d'un ministère public se composant
du procureur général du roi et des substituts généraux, des magistrats chargés de l'instruction, des magistrats chargés des mineurs, d'un greffe et d'un secrétariat du parquet général. Concernant l'aménagement des cours d'appel, la cour d'appel, selon l'article 6 de la loi 3410, susmentionnée, comprend des chambres spécialisées, dont une chambre d'appel du statut personnel et successoral, une chambre criminelle. Donc, le même article ajoute que toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu'en soit la nature les affaires soumises à ces cours. Donc, à la tête de chaque chambre est placé un président de chambre. En plus, la cour d'appel comprend des sections des crimes financiers. À cet égard, le dernier alinéa de l'article 6 précité précise que ces sections comprennent des chambres pénales et des chambres pénales d'appel. Donc, on a les chambres pénales et les chambres pénales d'appel. Concernant le fonctionnement des cours d'appel, en principe, les audiences devant les cours d'appel sont publiques, à moins que la cour prononce le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou pour les mœurs. On a ici l'article 339 de la loi relative à la procédure civile. Et à l'instar des tribunaux de première instance, les cours d'appel se réunissent en audience ordinaire. Les audiences sont tenues en formation collégiale. Ainsi, selon l'article 7 de la loi 3410, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par 3 magistrats assistés d'un greffier, sauf si la loi dispose autrement. Au niveau de la chambre criminelle, l'article 457 du Code de procédure pénale prévoit l'existence de 5 conseillers, dont un président. Donc, ici, on peut signaler une petite différence entre ces cours d'appel et le tribunal de première instance. On a déjà précisé que le tribunal de première instance peut siéger à juge unique, ou encore on a ce qu'on appelle la formation collégiale. Il peut siéger à juge unique ou à formation collégiale. Tandis que pour les cours d'appel, ces cours ne siègent qu'en formation collégiale. Et on a les articles qu'on a déjà précisés, que ces articles déterminent soit la collégialité de 3 magistrats, soit encore la collégialité se formant de 5 magistrats, dont un président, dans les audiences liées aux affaires criminelles. Concernant la présence du ministère public devant ces cours d'appel, donc on peut dire que dans ce cadre, on a les dispositions de l'article 7 de la loi 3410 qui dispose que la présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le Code de procédure civile, notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes les autres hypothèses qui sont prévues par un texte particulier. Donc, la procédure devant ces cours, le recours en appel doit respecter un ensemble de conditions qui sont liées à la procédure. Tout d'abord, on a l'article 141 du Code de procédure civile qui précise que l'appel doit être formé au greffe du tribunal de première instance, dont le jugement est attaqué, et le dépôt de la requête au greffe
est constatée sur un registre spécial, la requête ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises sans frais selon les cas. Donc, selon les cas, c'est-à-dire sont transmises soit à la chambre des appels du tribunal de première instance, s'il fait appel du jugement en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 19, soit au greffe de la cour d'appel compétente s'il est fait appel du jugement en application des dispositions du deuxième et troisième paragraphe de l'article 19. Dans ce cadre, le greffier, bien sûr, délivre un récépissé aux parties qui en font la demande et une copie portant le timbre tient lieu de récépissé. Donc, cette séance aboutit à sa fin. Je vous souhaite bon courage à la séance prochaine.